Professeur Philippe Parola, vous êtes chef de service à l'IHU Méditerranée Infection. Votre métier, c'est de prendre en charge des patients, de les soigner, mais vous dirigez également une unité de recherche d'envergure internationale, l'unité Vitrome. Cette unité a notamment une équipe en Afrique, plusieurs équipes en Afrique, une en Algérie, une au Sénégal. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective, avec cette expérience, la crise du Covid à un niveau international? Alors, je vais vous parler essentiellement de ce que je connais, soit directement à travers mes équipes, soit à travers nos partenaires, et je vais vous parler essentiellement de l'Afrique. Ce qui nous a marqué au début de l'épidémie, c'est que l'OMS et les organismes et d'autres agences internationales prévoyaient une catastrophe en Afrique. Dès les premiers mois, on voyait passer des chiffres comme 300 000 morts prévus en Afrique. Ça ne s'est pas passé du tout. Là, on est un an plus tard. Je pense qu'on doit être autour de 120 000 morts en Afrique, c'est-à-dire un petit peu plus qu'en France, finalement. Et donc, il est intéressant de mettre ça en perspective, et notamment, vous voyez beaucoup dans les médias comparer la France à l'Europe et aux États-Unis. Et moi, je vais vous donner quelques éléments de comparaison de notre pays par rapport à l'Afrique. Alors, les indicateurs que nous avons, c'est bien sûr le nombre de cas. Vous voyez beaucoup ça dans les médias. Ce qui nous intéresse, nous, un peu plus en termes de soins, ce sont les hospitalisations, la réanimation. Mais ce qui est important également pour voir l'impact réel de l'épidémie dans la population, c'est la mortalité, le nombre de morts rapportés à la population. Alors bien sûr, l'Afrique, ce n'est pas un continent homogène, mais on peut regarder quelques pays. Et quand je m'étais intéressé à ces données avec mes collègues africains, j'avais été frappé de voir, fin 2020, le nombre de morts, la différence entre le nombre de morts par habitant en Europe et en Afrique. Si on prenait la Belgique, fin 2020, on était à 155 pour 100 000 habitants. Le Royaume-Uni, 96. La France était à 86. Loin derrière, très loin derrière, on retrouvait le Maroc, 20 morts pour 100 000 habitants, l'Algérie, on était à 6, le Sénégal à 2, le Mali, le Niger et les deux Congos étaient inférieurs à 1 mort pour 100 000 habitants. On est 6 mois plus tard. Aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres à nouveau, eh bien la Belgique est à 200 morts pour 100 000 habitants, le Royaume-Uni 190, la France 156, la Suède, dont on a beaucoup parlé, est derrière nous, 136, et puis le Maroc, 25, le Congo, 14, la Mauritanie, 10, l'Algérie, 7, le Sénégal, 6, sans parler du Mali et du Niger qui sont inférieurs à 3. Donc vous voyez que dans ces pays du Sud, on a une mortalité ramenée au nombre d'habitants qui est très très nettement inférieure à ce que nous avons vécu en France, à ce qui a été vécu en Europe, mais aussi aux États-Unis. Comment expliquer ces différences entre les pays d'Europe et les pays d'Afrique? Alors là aussi, avec mes amis africains, nous avions été frappés par deux revues qui étaient sorties dans les plus grands journaux de sciences, le journal Science, le Nature Microbiology Reviews, et il y avait des hypothèses. Ce qui était intéressant, c'est que parmi les auteurs de ces articles dans ces grands journaux, il y avait peu ou pas d'Africains. Alors il y avait des hypothèses qui étaient la génétique, des hypothèses immunologiques, il y avait des hypothèses liées au groupe sanguin. Il parlait d'ailleurs assez peu des variants, qui pourraient tout à fait être une hypothèse. Et puis, quelque chose qui nous a frappé, c'est qu'aucun de ces deux articles ne parlait du traitement, de la prise en charge précoce, du test précoce dès que possible. Et beaucoup de pays africains l'ont mis en pratique dès qu'ils ont eu la technologie. Et surtout, personne ne parlait du fait que, notamment dans les pays d'Afrique francophone, un traitement précoce par azithromycine et hydroxychloroquine, le plaquenil, avait été introduit très tôt, soit dans les recommandations nationales, soit laissé libre aux médecins qui prenaient en charge les patients. Comment expliquez-vous que les autorités sanitaires de ces pays aient fait le choix d'utiliser le plaquenil, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine? Alors il y a plusieurs choses. Je pense déjà que ces pays-là, nos amis d'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique subsaharienne, notamment les pays francophones que nous connaissons bien, ont peut-être plus l'habitude que nous de gérer les crises sanitaires notamment. J'ai longtemps travaillé en Afrique où j'ai eu à gérer des épidémies de rougeole, des épidémies de méningite qui avaient un impact important dans la population. Donc gérer des crises sanitaires de façon pragmatique, je pense qu'ils savent faire, peut-être mieux que d'autres. D'autre part, ils ont fait comme nous à l'IHU Méditerranée Infection, c'est-à-dire qu'ils ont suivi la littérature, ils ont suivi nos communications. Quand on parlait d'azithromycine et de plaquenil, eh bien, ils ont vu que c'était deux molécules qui tuaient le virus au laboratoire, que les deux utilisés ensemble le tuaient encore plus vite, que dans les premières études, quand vous preniez ces médicaments, eh bien, vous
portiez moins longtemps le virus, que c'était également des immunomodulateurs, ce qui est important la deuxième phase notamment de l'infection, dans ce qu'on appelle la tempête immunologique, et que le plaquenil peut avoir dans certaines circonstances un effet protecteur contre les caillots sanguins. Mais surtout, c'était des médicaments qui n'étaient pas chers, et quant à la toxicité des dérivés de la chloroquine dont vous a déjà parlé Didier Raoult, qui est d'ailleurs en déplacement cette semaine, cette toxicité a fait rire nos amis africains, pour lesquels des milliards de doses ont été distribuées chez eux dans le cadre du traitement antipaludique. Donc voilà, je pense qu'il y avait un mélange de pragmatisme, un mélange de, voilà, on a des molécules qui ont l'air au moins d'avoir un effet, et vous savez bien, on vous en a parlé, que depuis, nous avons montré, nous, sur de grandes études observationnelles, que, je reviens ici à Marseille, eh bien, nos patients qui avaient pris cette bithérapie par témoin en réanimation mouraient moins, d'autant plus qu'on donnait ce traitement assez tôt. Donc ils ont fait ça, et ils ont fait une deuxième chose, c'est-à-dire que plutôt de rentrer dans des études comparatives, dans ce qu'on appelle les études cliniques randomisées, avec des médicaments dont on ne connaît pas l'efficacité, et dont on sait maintenant d'ailleurs qu'ils n'étaient pas efficaces, ils ont préféré utiliser de façon pragmatique ces médicaments. Et je vous renvoie d'ailleurs, parce que c'était un grand débat sur pourquoi pas d'études et pourquoi traiter. Vous verrez, et c'est assez intéressant de prendre Wikipédia en anglais, Randomized Clinical Trials, où vous verrez que c'est aussi bon, ça marche aussi bien, de tirer des conclusions à partir d'études observationnelles, à condition qu'elles soient de bon niveau, que des études comparatives. Est-ce qu'on peut comparer les mesures non pharmaceutiques, c'est-à-dire les mesures par exemple de confinement, de couvre-feu, est-ce qu'on peut comparer ces mesures prises en Europe à celles qui ont été prises en Afrique ? Alors, comme je vous l'ai dit, l'Afrique n'est pas homogène. Il y a eu des variations de pas de confinement du tout, à des mesures sociales d'ailleurs adaptées au mode de vie des gens. Nous avons déjà dit, et puis vous l'avez vu avec différents conférenciers qui sont intervenus chez nous, on sait maintenant que les mesures sociales, le confinement, ne changent rien à l'histoire naturelle du virus, ne changent rien à la mortalité. Je vous parlais tout à l'heure de la Suède, qui d'ailleurs, rappelez-vous, n'a pas soigné, très peu soigné de façon intense les patients âgés, puis se sont retrouvés quand même avec une mortalité par nombre d'habitants beaucoup plus faible que la France. Pour revenir à l'Afrique, je vous donne un exemple. Avec mon ami Cher Sorna qui dirige l'équipe de mon unité de recherche au Sénégal, il s'est occupé avec d'autres de surveiller ce qui se passait pendant le Magal de Touba, un grand pèlerinage, plusieurs millions de personnes au Sénégal, en prenant des mesures correctes. Eh bien, il n'y a eu aucun cas, aucun décès pendant ce grand rassemblement. Comment expliquer finalement qu'on parle assez peu des résultats très positifs obtenus par les autorités dans tous ces pays d'Afrique ? Alors les critiques qu'on nous fait, qu'on fait à nos collègues, c'est de dire mais oui, la population africaine est plus jeune. C'est vrai, la population africaine est plus jeune, la moyenne d'âge en Afrique c'est 20 ans. En Europe, on doit être autour de 40 ans, aux États-Unis également, ça va être 38 ou 40 ans. Donc nous savons bien sûr que les victimes, ceux qu'il faut protéger, ce sont les personnes âgées en priorité, et puis vous savez aussi qu'il y a les personnes les plus fragiles. Donc ok, ça c'est la critique qu'on peut faire, mais quand on regarde l'Afrique du Sud qui a interdit l'utilisation, ou en tout cas pas recommandé l'utilisation de l'hydroxychloroquine. En Afrique du Sud, la moyenne d'âge c'est 27 ans. Le nombre de morts pour 100 000 habitants en Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est 92 pour 100 000. Je vous rappelle les chiffres de tout à l'heure. En France, on était à 156. Au Maroc, 25. Au Sénégal et en Algérie, 6 ou 7. Donc vous voyez, ça n'est pas que parce que la population est plus jeune qu'il y a eu moins de morts rapportées par habitant lors de cette épidémie. Nous sommes persuadés que la prise en charge précoce et que le traitement par azithromycine et hydroxychloroquine a été un des facteurs. Il y a peut-être d'autres facteurs qui peuvent expliquer que dans certains pays où l'hydroxyne a été utilisée, notamment l'obésité, il faudra étudier ça, donne des résultats mitigés, mais en tout cas c'est très clair. Et c'était ce qui nous choquait dans la littérature scientifique et dans les médias. Pourquoi on n'en a pas parlé? Non seulement des bons résultats en Afrique, mais également des raisons possibles, c'est-à-dire l'utilisation de ces traitements, sans parler de la presse scientifique ou mes collègues africains qui essayent de publier leurs revues, leurs études observationnelles, leurs données, parfois comparatives. Il y a un article au Ghana qui montre l'intérêt qui a été publié. Eh bien, le plus souvent, mes amis africains se heurtent aux comités éditoriaux des journaux qui refusent même d'envoyer ces articles
en review, c'est-à-dire la première étape pour ensuite publier après avoir été critiqué. Donc il y a un vrai blocage. Et vous savez bien, ça a été présenté également dans certaines de nos communications. Nous avons regardé, nous, puisque nous le suivons, la littérature sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine. La plupart des études y sont favorables. Vous vous souvenez de ce site, C19 Study, qui peut être consulté, qui est mis à jour régulièrement. Et on s'aperçoit que la plupart des études qui sont défavorables, on y trouve souvent des conflits d'intérêts de certains auteurs avec l'industrie pharmaceutique ou avec des médicaments qui avaient été présentés à un moment donné comme potentiellement efficaces et dont on sait maintenant que non seulement ils sont inefficaces, voire toxiques, voire pour certains ont pu jouer un rôle dans l'histoire des variants. Ma conclusion de tout ça, puisque je continue à travailler, et puis là, moi, ce que je vous dis, ce ne sont pas des données filtrées, ce sont mes équipes, mes collaborateurs, des gens avec qui j'ai formé, des gens des gens qui ont des plateaux techniques importants, parmi les co-auteurs, que ce soit le professeur Mouyembe, qui est un co-découvreur du virus Ebola, que ce soit le professeur Mboup au Sénégal, qui est un co-découvreur du virus VIH2, que ce soit mes amis du MRCT, le professeur Terra, le professeur Jimde au Mali, puis mes amis du Niger, je les cite tous, pas tous, mais vous les verrez à la fin de cette communication. Ils disposent de plateaux techniques importants, ils ont séquencé les variants, peut-être pas avant nous, mais en même temps que nous, et leur taux de séquençage des variants était très important dès le début de l'épidémie. Donc entre le succès de la prise en charge dans beaucoup de pays d'Afrique, en tout cas ceux qui ont prise en charge précoce, et pour moi, qui ont traité de façon précoce avec ce qu'ils avaient sous la main, le contre-exemple étant l'Afrique du Sud, ça associé au fait qu'il y a de belles plateformes technologiques qui se développent en Afrique, je pense qu'il faut réellement arrêter de donner des leçons à nos collègues africains. Ils ont fait mieux et font aussi bien actuellement sur le plan technologique. Merci beaucoup. Merci.